Je pense qu'on va démarrer. Donc, encore une fois, voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. On est ravis de vous avoir parmi nous pour cette dernière session des universités d'été. Donc, cette fois, on se penche plutôt du côté territoire et agriculture et alimentation, puisqu'on va aborder le vaste sujet de la résilience alimentaire. Avec du coup une question, comment est-ce qu'on repense l'organisation collective de l'alimentation au sein des territoires? Et pour cela, donc une petite partie de présentation du cabinet. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet sur la résilience alimentaire, en profiter pour échanger sur l'articulation territoriale. Et puis, voilà, on finira bien sûr par un temps de questions-réponses. Donc, j'en profite pour vous informer qu'on traitera bien. Voilà, on laisse un peu de temps, 10 à 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, vous pouvez les mettre directement au-dessus en cliquant sur l'onglet Q&R. C'est ici que tout va se passer sur les questions-réponses. Voilà. Et puis, j'en profite aussi pour vous informer que les replays seront disponibles la semaine prochaine de tous ces webinaires des universités d'été. Pour rentrer donc dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elisa Mitko et Chloé Cantuel. Bonjour. Bonjour à tous. Qui travaillent toutes les deux, voilà, elles sont toutes les deux consultantes seniors en agriculture et alimentation durable. Donc, c'est la dernière session de ces universités d'été. Alors, on va pas trop s'étendre sur la présentation du cabinet pour ceux qui ont suivi d'autres sessions. Mais en deux mots, en tout cas, AgroSolutions, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet donc, de conseil en agro-environnement. On est filiale d'InVivo, qui regroupe près de 200 coopératives agricoles à travers toute la France et qui représente donc plus de la moitié des agriculteurs français. Ça nous permet d'avoir vraiment un lien privilégié avec le terrain pour pouvoir apporter des solutions qui soient vraiment concrètes. On travaille avec tout type d'acteurs, évidemment, en toute indépendance, malgré notre filiation avec le groupe InVivo. On a 51 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs agronomes. On est répartis dans 5 bureaux en France, avec un siège à Reims, et on intervient évidemment auprès de tous les acteurs du territoire au niveau national. Enfin, AgroSolutions, on existe depuis 45 ans, donc depuis même plus de 45 ans maintenant, près de 50 ans, avec un vrai ADN très agronomique et terrain, puisqu'on a démarré et on est toujours responsable de tout le réseau d'expérimentation des coopératives agricoles InVivo. Et ça nous tient vraiment à cœur parce que, encore une fois, ça nous permet d'avoir cette proximité terrain. Et on compte également sur une plateforme terrain, notre terrain de jeu à ciel ouvert, comme on aime appeler, Openfield, depuis 2020, qui est voilà, une plateforme pluriannuelle qui nous permet d'aller un cran plus loin pour tester des nouvelles solutions agronomiques, technologiques, etc. Autre chose qui est important dans notre ADN, c'est qu'on participe, enfin toutes nos méthodes sont vraiment issues de références et projets qui ont été développés avec la recherche scientifique, ça nous tient à cœur. Et donc, on a pas mal de projets sur les sujets clés de l'agriculture et de l'alimentation en France, sur le climat, la biodiversité et les sols. Voilà, et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces projets, mais tout est disponible sur notre site internet et on est en collaboration avec des acteurs institutionnels, que ce soit privés ou publics. On s'appuie évidemment sur tout ce qui est standards et méthodes scientifiques qui sont validées et on a des partenaires scientifiques avec qui on fait tous ces beaux projets, dont certains viennent de démarrer et puis d'autres sont déjà à la conclusion. Voilà, et puis notre domaine d'intervention, donc voilà, vous les voyez ici, toutes nos expertises. On va construire, agencer des méthodes sur mesure pour vous aider, vous, partenaires, acteurs de l'agriculture et de l'alimentation, à concevoir votre stratégie de transition environnementale, la mettre en place, la mesurer. Et donc, on intervient sur toute la chaîne alimentaire avec un accompagnement auprès de l'amont agricole, que ce soit des coopératives, des fournisseurs d'intrants, des groupements d'agriculteurs, mais aussi des industriels de l'agroalimentaire et cœur du sujet aujourd'hui, les territoires. Et donc, je passe la parole à mes collègues.
Merci beaucoup, Ludivine. Après cette présentation d'AgroSolutions, vous avez peut-être entendu déjà plusieurs fois, on va rentrer, comme l'a dit ma collègue Ludivine, dans le vif du sujet pour aborder les notions de résilience alimentaire, essayer de voir un petit peu quelle définition on peut donner à ce terme et puis qu'est-ce que ça veut dire aussi dans le système alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Donc, on va commencer avec une petite activité très rapide. Vous allez avoir très prochainement un questionnaire qui va popper sur votre fenêtre de Teams. Pour vous questionner, alors il n'y a pas de, voilà, c'est pas un piège. C'est pour voir un petit peu si vous savez quelles pourraient être, parmi les 4 options qui sont présentées dans ce questionnaire, les termes qui se rapprochent le plus de la définition de la résilience. Vous avez 4 propositions qui ont dû apparaître devant vous. Donc, je vous laisse une dizaine de secondes, allez, une quinzaine de secondes pour pouvoir vous positionner, avoir le temps de tout lire. Et puis, on vous donnera la réponse juste à l'issue. Voilà, on cherche les termes qui se rapprochent le plus de la définition de la résilience. Moi, je vois pas s'il y a des réponses qui ont été déjà collectées, hein, donc Ah oui, tu vois pas? Oui, on est non. à 15-16 réponses. Ok, Voilà, il y a un petit peu de tout avec quand même une majorité pour la dernière réponse. ok, très bien. On arrive à Bon, peu écoutez, près à la moitié, plus de la moitié des participants de réponse. ok. Je vois qu'il y a eu une bonne initiative. Si jamais voilà, vous n'aviez pas vu le questionnaire popper sur votre fenêtre, n'hésitez pas à participer en écrivant la réponse 1, 2, 3 ou 4 dans la conversation, il n'y a pas de souci. Donc, bon, voilà, pour la réponse, on est sur la capacité à absorber ou à évoluer qu'un système, quel qu'il soit, peut avoir en réaction à une perturbation ou à un choc. Vous avez peut-être déjà vu le schéma qui est sur la gauche, qui est un schéma là, qui a été repris, mis en forme par le CEREMA dans sa boussole de la résilience des territoires. Donc, ce qu'on observe bien, c'est cette notion de réaction à une perturbation, à un choc, qui peut être plus ou moins performante entre avoir un ajustement plutôt négatif et ensuite une reprise sans réussir à revenir au niveau initial avant la perturbation, jusqu'à quelque chose où il y a vraiment une capacité à évoluer du système, c'est-à-dire que le choc a, oui, été une perturbation, il a nécessité d'être absorbé, mais ensuite, il y a une évolution qui a fait que le niveau initial, là, en l'occurrence, sur la graphique de soutenabilité du territoire, le niveau initial, il a été récupéré et même dépassé, avec donc plus de résilience du système suite à cette perturbation, à ce choc. Donc ça, c'est la définition, on va dire, un petit peu de la notion de résilience. Le CEREMA propose dans ce même cette même boussole, 6 piliers, en fait, qui permettent, quand on les travaille, quand on met en place des actions, d'avoir une résilience qui est augmentée, une résilience du territoire qui est augmentée. Ce qu'on va retrouver dans le pilier bleu, qui est sobriété et besoins essentiels, c'est notamment dans ce pilier-là qu'on va avoir des éléments sur l'alimentation et donc la résilience alimentaire. Je ne vais pas vous lire ces pistes et leviers d'action qui sont proposés par le CEREMA, juste vous mettre en avant quelques mots-clés qui sont listés dans l'ensemble de ces leviers et pistes d'action de ce pilier sobriété et besoins essentiels autour justement ou qui peuvent toucher du coup à l'alimentation. Quelques mots-clés comme ça, l'aide sociale, la sécurité alimentaire, la relocalisation et les circuits courts qui sont des termes dont j'imagine vous attendez à nous voir parler aujourd'hui. Mais il y a aussi des éléments d'évolution du modèle économique vers plus de sobriété et vers plus d'échanges entre les territoires. En tout cas, c'est la vision que le CEREMA développe autour de cette notion de résilience des territoires. On a une autre structure qui propose une définition, cette fois vraiment de la résilience alimentaire, non plus de la résilience globale. C'est la vision des greniers d'abondance. Donc, les greniers d'abondance, ils disent qu'il y a un certain nombre de leviers et de piliers qui peuvent être déployés ou qui doivent être déployés pour faire face aux menaces
qui pèsent sur les territoires et sur l'alimentation au sein des territoires. Ces piliers, il y en a plusieurs qui sont autour de la production agricole. On retrouve des mots-clés comme l'agroécologie ou l'agriculture nourricière, la diversification aussi, qui sont des axes et des ambitions importants selon la vision des greniers d'abondance. On retrouve aussi des notions de gestion intégrée de la ressource en eau. Il y a certains projets de territoire qui, sur les questions alimentaires, travaillent vraiment sur l'accès à la ressource en eau, notamment pour des questions d'irrigation agricole, mais aussi pour des questions d'aménagement, de gestion des milieux et puis de gestion aussi des conflits d'usage entre l'eau potable, l'irrigation, qui sont deux volets importants de l'alimentation globalement au sein d'un territoire. Il y a d'autres piliers qui sont présentés par les greniers d'abondance, plus liés aux fermes en tant que telles, notamment sur les notions de transition et d'autonomie énergétique. Et puis, évidemment, pas de production agricole sans avoir une population active qui produit dans nos territoires. Donc, il y a aussi cette notion-là qui transparaît dans leur vision. On a des piliers plutôt sur les aspects filières, développement des filières plutôt à l'aval, et d'autres piliers encore annexes avec une végétalisation de l'alimentation et une gestion, notamment recyclage des nutriments, qui doit aussi être un point de travail pour une meilleure résilience alimentaire des territoires. Pareil, sur la question du manger végétal, par exemple, il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'actions qui sont menées, et on peut penser aussi notamment aux conditions et aux contraintes de la loi Egalim qui impose à avoir des repas végétariens dans la restauration collective à certains taux. Donc voilà une deuxième vision un petit peu avec quelques exemples succincts de ce qu'est la résilience alimentaire selon les greniers d'abondance. Et on va aborder une troisième façon de voir les choses, qui est cette fois issue du Conseil national de la résilience alimentaire, dit CNRA, qui est en train de finaliser, de stabiliser la rédaction d'un guide qui serait un recueil de bonnes pratiques. C'est un guide qui est rédigé avec AFNOR et qui a donc recense ces pistes de bonnes pratiques selon 6 piliers. Là encore, on a un découpage. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est multithématique. Donc, le premier pilier autour des ressources et des biens communs, on en a parlé à peu près à chaque fois. Autour de la transformation des systèmes agricoles, notamment du foncier, la diversification, la rémunération aussi des acteurs des systèmes agricoles. Le troisième pilier, selon le CNRA, c'est l'échelle du bassin de vie, l'action à l'échelle d'un bassin de vie. Donc, on retrouve derrière, de façon sous-jacente aussi, des aspects de relocalisation de la logistique, des étapes de transformation, de distribution au sein des territoires. Le quatrième pilier qui développe plutôt autour des concepts d'économie circulaire, autour des emballages, la gestion des déchets. Le cinquième pilier, qui est un pilier un petit peu transversal ou de gouvernance autour de l'ingénierie qui doit être présente à toutes les échelles territoriales, mais qui dit ingénierie dit à la fois gouvernance, mais aussi le financement, l'innovation, etc. Et enfin, le dernier pilier, ça reste un sujet qui est transversal, potentiellement complexe, dont les définitions peuvent aussi évoluer et les bonnes pratiques aussi être précisées par la recherche ou par les retours d'expérience. Et donc, voilà, il faut aussi, pour avoir un système, une résilience alimentaire des territoires la plus importante possible, rester au fait des sujets et rester formé en tant qu'acteur donc des territoires. Aujourd'hui, on va évidemment pas balayer l'ensemble de ces sujets, mais je vais quand même m'appuyer sur cette définition, cette discrimination du CNRA. On va se concentrer en premier lieu sur l'action à l'échelle du bassin de vie, notamment sur ces aspects justement de chaîne après la production, comment est-ce qu'on agit de la transformation jusqu'à la consommation finale. Et puis, un petit focus aussi sur la partie plutôt échelle territoriale, articulation territoriale, vous l'avez vu dans le plan. Donc, pour ce premier pilier de l'action à l'échelle du bassin de vie, aujourd'hui, on fait le constat, et je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de graphique, que le système alimentaire est basé sur un système assez linéaire, où on part d'une production agricole et on va jusqu'à la consommation, avec un nombre plus ou moins important d'intermédiaires entre deux, mais on reste sur une filière, on parle de maillon de la chaîne de valeur agricole, ou de la chaîne agricole d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est schématiquement assez linéaire.
Le premier principe qui est développé du coup pour avoir plus de résilience alimentaire, c'est de changer un petit peu cette forme du système alimentaire pour passer sur quelque chose de plus organique, de plus interrelié, de plus systémique. Donc, vous avez une illustration qui est un exemple qu'on a travaillé dans un territoire vendéen sur la thématique de l'aide alimentaire, où dans ce territoire, ils avaient déjà acquis cette notion d'interrelation et ce besoin d'avoir une aide alimentaire travaillée autour des interactions systémiques entre plein d'acteurs du territoire. Donc, c'est un peu le premier point, c'est voilà, passer d'une logique de chaîne linéaire à une logique plutôt systémique, écosystémique, interreliée, interdépendante. Il existe déjà une notion qui envisage de passer de cette logique un peu filière linéaire à quelque chose de plus coopératif et systémique, et qui pourrait être du coup une évolution, voire une révolution intéressante pour plus de résilience du système alimentaire. Ça s'appelle l'économie fonctionnelle et coopérative, ou économie de la fonctionnalité et de la coopération, ou dit EFC. On va avoir 1 minute de théorie rapidement, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas trop ce que c'est que l'UFC. L'idée, c'est de partir d'une économie qui se base plutôt sur de l'achat-vente d'un bien pour remplir une externalité, quelle qu'elle soit, à une logique qui est plutôt une économie dite servicielle, ou un mix entre un service et un bien, une solution intégrée. Pour pouvoir rentrer dans cette UFC, dans cette économie de la fonctionnalité, on se base d'abord sur un usage et une augmentation de la performance d'usage, qui va être donc la valeur qu'on va créer, et qui répond à un ou plusieurs besoins fonctionnels avérés, en l'occurrence plutôt côté acheteur, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on propose une performance d'utilisation ou d'usage qui est une valeur plus ou moins immatérielle, qui peut d'ailleurs parfois être supérieure à la valeur que le même bénéfice aurait représenté, mais si on avait juste, si on était resté dans une logique d'économie basée sur des biens. Et donc, voilà, on a cette valeur qui est créée, qui peut en plus avoir le bénéfice d'être décorrélée d'un volume de produits, d'un volume de biens. Dans une logique de plus de sobriété, de moindre impact, on se dit que d'avoir une économie qui est moins basée sur un volume vendu, un volume de biens vendus, mais plutôt sur la performance d'un usage lié ou non à ces biens, ça peut être une piste intéressante pour diminuer l'impact et avoir une plus grande durabilité. Je referme cette parenthèse un peu théorique et je vais rentrer dans des exemples un peu plus proches de notre sujet autour de l'alimentation. Il existe déjà des principes qui sont assez proches des principes de l'EFC autour de la production agricole ou de l'alimentation, qui sont plus ou moins anciens. Si on prend le premier exemple, c'est celui des CUMA. Donc, les CUMA, c'est littéralement une coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est vraiment l'acronyme. Le principe, c'est des agriculteurs qui mettent en commun de l'achat de matériel et qui utilisent chacun à leur tour ce matériel. Donc, on a vraiment cette notion d'enjeu commun, de prise de risque en commun, de partage de l'investissement dans un enjeu territorial, donc créateur de liens sociaux. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est l'usage qui prime. On ne consomme pas du matériel agricole, on utilise du matériel agricole. Le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou dit AMAP plus communément. Là, c'est pareil, le principe, il peut se rapprocher de l'EFC en cela que c'est une contractualisation, une adhésion entre un producteur agricole et un groupe de consommateurs qui, tous les mois, payent pour avoir le bénéfice pour avoir le service rendu d'avoir accès à un panier de fruits et ou de légumes produits par ce producteur. Le montant du panier, généralement, il ne dépend pas réellement du volume de fruits et de légumes qui a été produit, qui a été mis à disposition. Donc, on se décorrèle de cette notion de quantité de biens vendus. Et puis, il y a un deuxième enjeu convergent entre ces deux sphères d'acteurs, qui est aussi que ça soutient l'exploitant agricole local, qui généralement a des pratiques durables. Et de l'autre côté, lui, ça lui permet aussi d'avoir la stabilisation de son revenu, au moins pour une partie de son revenu, avec la garantie que sur l'abonnement d'un an, ou en tout cas de plusieurs paniers, il va avoir donc une rentrée d'argent, quelle que soit la quantité qu'il va réussir à fournir.
Le troisième exemple, qui est un exemple assez récent, c'est Agri Paris Seine, qui est une association qui a été créée l'année dernière, une association de coopération territoriale à l'échelle du bassin de la Seine, donc vraiment de Lyon au Havre, qui a pour objet de structurer ou d'accompagner la structuration de filières courtes et circulaires sur ce territoire, au bénéfice des restaurations collectives, des zones les plus denses aux zones les plus rurales, partant du principe que tout le monde est contributeur, acteur de la transition. Donc là, on est peut-être moins sur la logique pure économique, mais par contre, la coopération territoriale, la création d'un écosystème élargi, et puis la coordination pour atteindre des objectifs communs, notamment vers la restauration collective. Voilà, c'est la notion un peu économique de la coopération qui transparaît dans l'EFC. Donc voilà, pour mettre un petit peu quelques exemples, en tout cas, ça peut être une piste intéressante de faire évoluer les systèmes alimentaires vers une économie EFC. Et pour ça, il y a un besoin qui, j'espère, transparaît dans tout ce que je vous ai expliqué, c'est d'avoir un espace d'échange, un espace de collaboration, un espace de transition et les outils qui permettent de se projeter dans cette transition. Je vous le mets en mille. Cet outil, il existe déjà. En tout cas, potentiellement, l'outil projet alimentaire territorial peut répondre à certains des besoins de cette évolution ou révolution vers l'EFC. En cela qu'il aborde plusieurs thématiques. L'idée, c'est de baser aussi le PAT et sa stratégie sur des constats et des enjeux communs et issus d'un diagnostic du territoire sur l'ensemble de ces thématiques. Et puis, le pendant de ces projets alimentaires, au-delà d'aborder plein de thématiques transversales autour de l'alimentation, c'est qu'il est il est construit par le territoire pour le territoire. Il est un vrai espace d'échange entre des acteurs qui parfois ne se parlent pas, les acteurs des collectivités territoriales, les producteurs et agriculteurs locaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient en tant que consommateurs ou représentés par des associations, parfois des organismes de recherche, et puis des acteurs de la sphère socio-économique, dont des acteurs qui sont vraiment investis dans les filières agricoles. Donc, c'est un premier pas, en tout cas, c'est un espace qui est opportun, qui est pertinent pour pouvoir transformer les organisations sur le territoire. C'est néanmoins un outil qui rencontre parfois des difficultés à mobiliser une partie de ces acteurs, qui sont les acteurs notamment économiques, qui font partie de l'écosystème, mais pas toujours les plus présents dans des constructions de PAT. Oui, donc comme l'a dit Elisa, donc le PAT, c'est un formidable outil pour mettre en place un projet systémique qui efface les frontières. Mais l'expérience nous a démontré que certains acteurs sont régulièrement absents des tours de table. Et donc, ça pose une question quand même centrale, puisque c'est l'ADN d'un projet alimentaire que d'être co-construit avec l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et donc, on vous propose d'en analyser un petit peu quelques raisons. Et j'en profite de vous avoir un petit peu autour de la table, vous, ces acteurs, pour vous poser une question. Savez-vous si un projet alimentaire de territoire est présent sur votre territoire d'action? Et est-ce que vous vous y êtes investi? Voilà, il y a plusieurs réponses possibles. Et puis, ça pourrait être l'occasion d'en échanger lors des questions-réponses, pourquoi pas. Les réponses sont assez réparties. Et ça ne m'étonne pas parce que justement, donc il y a une partie qui, oui, a la connaissance de tel projet, y participe. Il y en a une partie qui a connaissance des projets, mais qui n'a pas pu y participer. Bon, il y a certaines personnes pour qui il n'y a pas de projet en place. Et puis, il y en a quand même pratiquement la moitié des personnes qui ne savent pas. Et donc, on a déjà un début de piste de réponse pourquoi les acteurs ne s'investissent pas dans des projets. Mais déjà parce qu'ils ne savent pas forcément qu'il y a des projets. Donc, on va faire un focus sur deux grands types d'acteurs, les coopératives agricoles et puis les acteurs de la distribution. En ce qui concerne les coopératives agricoles, en fait, l'idée, enfin aujourd'hui, ce qu'on voulait vous partager, c'est que il faut se demander comment nos interlocuteurs sont organisés et quelles réponses organisationnelles ils ont pour pouvoir participer à ce genre de projet. Une coopérative agricole, elle va être hyper bien organisée sur ses activités régaliennes. Donc, tout ce qui va être approvisionnement et intrants pour les agriculteurs,
tout ce qui va être collecte et stockage des récoltes, et puis pour celles qui ont intégré une industrie agroalimentaire sur la partie transformation, distribution. Donc sur ces activités régaliennes, pas de souci, on trouve des interlocuteurs, on arrive à faire avancer des projets. La question se pose, à qui convier, à qui s'adresser quand on parle d'un projet alimentaire de territoire, puisqu'en fait, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse toute faite. Et donc, je vais vous donner 2 exemples dans lesquels les coopératives se sont investies sur des projets de territoire. Le premier, c'est quand la direction communication et marketing s'est impliquée dans ce projet. Suite à la loi Egalim, une coopérative en Bourgogne-Franche-Comté a remarqué que l'image des agriculteurs était un peu dégradée. Et donc, ils se sont dit, nous, on va créer une marque et puis on va redorer l'image des agriculteurs. Et donc, grâce à ce prisme marketing-communication, ils ont créé, avec des acteurs du territoire et avec des acteurs de la chaîne alimentaire, ce projet de marque. Et puis, il y a un autre prisme aussi, donc le deuxième exemple, plutôt le prisme ressources humaines. Une coopérative sur un territoire donné, ça a souvent un bassin d'emploi assez conséquent. Et donc, certains sujets peuvent amener à une coopérative à s'investir sur le territoire. En l'occurrence, l'exemple que je voulais vous donner, là, c'est une usine d'Aussy en Bourgogne-Franche-Comté qui allait cesser son activité et donc qui allait faire perdre beaucoup d'emplois au bassin d'emploi. Et donc, la coopérative, grâce à l'implication de la région, a pu racheter l'usine et puis a pu l'intégrer dans son entreprise et puis conserver les emplois et maintenir cette activité. Et donc là, c'est un deuxième exemple où c'est plutôt la direction des ressources humaines qui a été le point de contact en fait d'un projet finalement de territoire pour le territoire. En ce qui concerne les acteurs de la distribution et de la grande distribution, ça va être des problématiques un petit peu différentes. Eux, ils vont avoir des freins souvent qui limitent leur investissement dans ces réflexions et dans ces échanges collectifs. Ça peut être des freins parce que ils font leurs achats via des centrales nationales, qu'ils ont besoin d'avoir des gros volumes, qui cherchent des choses standardisées puisque c'est la demande de leurs clients. Ils ont besoin de respecter beaucoup de normes avec une traçabilité très importante à laquelle les filières locales peuvent pas toujours répondre. Et puis parce qu'aussi il manque des intermédiaires de coordination justement entre ces filières locales et ces gros acteurs finalement de la vente qu'est la GMS. Et je voulais vous citer 2 exemples. Donc le premier, c'était la coopérative U. Donc en fait, la coopérative U, c'est des chefs d'entreprise indépendants qui sont amenés et qui sont encouragés par U à s'investir dans les PAT locaux. Et on l'a vu sur le PAT de La Roche-sur-Yon agglomération qu'on a accompagné, il a été assez facile d'introduire ce type d'acteurs et de pouvoir le faire participer, ce qui amène vraiment une diversité d'échanges et très favorable au projet alimentaire. Et puis le deuxième acteur, c'est la coopérative Agro-Mousquetaire. Donc là, l'idée, c'était plutôt de vous dire, eux, ils ont déjà intégré la chaîne de valeur agricole et donc parfois peuvent ne pas vraiment trouver d'intérêt à s'investir dans tel projet. Donc il faut trouver un autre angle d'attaque pour réussir à les intéresser et à les faire mettre autour de la table. Le dernier point qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est l'articulation territoriale. Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est que il y a deux niveaux auxquels il faut faire attention. C'est quelles compétences je vais aller chercher dans les EPCI. Les compétences, je vais dire juridiques. Je vais pas m'adresser, les communes n'ont pas les mêmes compétences juridiques qu'une communauté d'agglomération ou qu'une métropole. Donc, il faut s'attacher vraiment à aller chercher le bon interlocuteur qui a la bonne compétence au bon niveau des EPCI. Et puis le deuxième, c'est plus une réflexion au niveau géographique et spatial. Par exemple, pour des projets qui vont être de l'ordre des cantines et des écoles élémentaires ou des régies agricoles ou des espaces tests agricoles, là, les communes elles vont pouvoir peut-être plus s'investir parce que c'est très local et très proche de chez eux. Et quand on va passer sur des sujets un peu plus larges, on va petit à petit aller plus vers des interlocuteurs qui vont être au niveau du département. Par exemple, quand on va plus parler des collèges ou d'une organisation logistique générale d'une filière. Donc, il y a un petit peu ces deux niveaux à toujours avoir en tête. À qui je peux m'adresser pour la compétence juridique
et à qui je dois m'adresser pour un peu la mise en œuvre et la praticité selon le sujet que je vais aborder. Sur ce sujet de la coopération interterritoriale, j'en profite pour vous dire qu'avec Elisa, on sera aux Assises territoriales de la transition agroécologique et de l'alimentation durable les 2 et 3 décembre 2024, où on fera 2 conférences avec des acteurs des territoires qu'on a accompagnés, qui seront à nos côtés, élus et techniciens. Et puis, on aura aussi une deuxième conférence sur la politique foncière territoriale pour renforcer l'agriculture nourricière. Donc, on y croisera peut-être certains d'entre vous. On vous invite à nous suivre. Enfin, AgroSolutions peut vous accompagner sur vos projets, de la réflexion au déploiement. On fait plein de choses que vous pourrez retrouver sur notre site internet. On est assez complet. On peut vous accompagner sur la réalisation de diagnostics, sur l'animation d'ateliers d'intelligence collective, justement pour l'aspect co-construction et systémique du projet. On peut vous accompagner dans la stratégie du PAT, sur la construction d'un plan d'action opérationnel, et puis aussi sur la réflexion de la gouvernance, puisque c'est quand même l'aspect humain reste assez important dans ces projets-là. Qui va être moteur, qui je peux mettre, avec quelle casquette, avec quel mandat. C'est assez important. Et puis, en termes de thématiques, on est assez complet aussi. On peut parler de relocalisation de filières, de restauration collective. On a des partenariats avec des acteurs qui font des audits. Enfin, on a un panel de partenariats assez large. Et puis, sur l'agriculture urbaine aussi, pour des projets de relocalisation de l'alimentation. Et puis, un peu plus largement, des accompagnements sur la stratégie de communication et des ateliers de sensibilisation. C'est souvent des, pardon, je te complète, mais des actions qui sont listées dans les programmes d'action des PAT et qui, quand elles rentrent en déploiement, peuvent nécessiter d'avoir des accompagnements techniques, organisationnels ou stratégiques. Donc voilà, on est à la fois sur la conception des PAT et sur l'accompagnement de leur déploiement. Et je terminerai en vous disant qu'on lance officiellement avec ces universités d'été nos formations, mais qu'en fait, on a commencé déjà depuis quelques années, puisque depuis 2020, on a développé pas mal de formations. Sur le thème qui nous concerne aujourd'hui, on est en train de finaliser une formation pour les élus sur la résilience alimentaire. N'hésitez pas à nous solliciter, on a des programmes déjà faits, on peut en parler et co-construire des programmes pour vos besoins précis. Donc, vous retrouverez l'ensemble de notre catalogue sur notre site internet et n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez Ludivine qui vous a mis le lien directement dans la conversation. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que on va peut-être attendre un petit peu, soit dans le Q&R, soit directement dans la conversation. On prend les questions ou des remarques, hein, même si vous avez des remarques, n'hésitez pas, ou des demandes. Des témoignages. Des témoignages, on prend tout. S'il n'y a pas forcément de questions pour l'instant, moi j'en profite aussi pour vous interroger. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils pour mesurer cette fameuse résilience alimentaire? Je ne sais pas si c'est Elisa ou moi qui répond. Vas-y, je t'en prie, attends. Ouais. Oui, donc en fait, oui, sur les outils, effectivement, il y a pas mal déjà d'indicateurs qui peuvent exister en open source sur les différents. D'ailleurs, on l'aborde dans la formation qu'on est en train de construire sur ce sujet-là pour aider les collectivités à aller chercher des informations qui sont déjà disponibles et puis à les interpréter. Il y a aussi le CNRA qui a fait un baromètre et donc qui propose quelques indicateurs pour mesurer cette résilience. Donc oui, ça existe et on peut toujours aller chercher encore d'autres indicateurs. Ouais. Et il y a l'outil Cratère aussi. Oui, il y a les outils Cratère, il y a le nouvel outil des greniers d'abondance avec Territoire fertile aussi, qui rassemble Cratère et parcelles. Donc oui, il y a pas mal de choses de disponibles. Y a-t-il des PAT en Île-de-France? Il y en a.
Il y en a plusieurs et comme j'avais vu la question, j'ai préparé la réponse. Il y a une source de données qui est intéressante qui s'appelle Mm. France PAT. Avant, ça s'appelait Réseau National PAT. Donc, voilà, j'ai récupéré le lien Le Internet lien. que j'ai Super. posté dans la conversation. C'est assez intéressant comme site ressource parce que vous avez sous la forme de cartes interactives et sous la forme de listes l'ensemble des PAT avec le niveau de labellisation, le niveau d'avancement et quelques éléments sur les enjeux, les porteurs, etc., voire des liens vers des sites ou des documents. Donc voilà, c'est un site ressource assez intéressant quand on s'intéresse à cette démarche de projet alimentaire territoire en France. Et puis j'ajoute qu'Elisa vous a parlé d'AgriParisien et c'est typiquement une initiative qui est partie de PAT en fait, de se dire on va pas rester au niveau de la région parisienne, mais on va étendre et on va créer une association qui s'appellera AgriParisien qui partira de Lyon jusqu'à l'embouchure de la mer pour justement partager ses ressources et le faire de manière collective. Ça émane typiquement d'un projet comme ça. Et puis il y en a plein d'autres en Ile-de-France, voilà. Oui, il n'y a pas, y a pas vraiment de limite de taille finalement dans les PAT. On va des très petits EPCI jusqu'au département ou aux régions. Avez-vous connaissance d'initiatives comme les PAT en Belgique et d'entreprises comme la nôtre en Belgique? Moi, je me suis pas renseignée sur l'existence de démarches PAT en Belgique, mais c'est une bonne question. Et même si on vous a expliqué en introduction qu'on travaillait sur tout le territoire français, Oui. on est en capacité de rayonner même dans d'autres territoires, notamment les cousins belges. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si jamais ce qu'on est en capacité de faire vous intéresse sur un territoire belge, ce sera avec plaisir pour en parler. Et par curiosité, moi, j'irai regarder, mais j'ose imaginer que des territoires frontaliers qui auraient des PAT en France aient des ponts avec des choses qui se feront en Belgique. Ça me paraîtrait être une évidence vu ce que c'est qu'un PAT et son ADN et ce qu'on fait justement, on dépasse les frontières des EPCI certes, mais aussi, j'ose imaginer aussi des frontières des pays quand on est très proche et des pays francophones comme la Belgique et la France. Et alors, il n'y a pas d'autres questions, donc du coup, j'en profite. Mais n'hésitez pas en parallèle. Il y a une remarque de Hermine. Bonjour Hermine. Pour info, voilà, la Wallonie travaille actuellement à la mise en place d'un baromètre de l'alimentation durable et il s'intéresse au PAT français à ce titre, entre autres. Merci Hermine. Merci. Et non, j'ai l'impression aussi souvent la question, quand on a des démarches territoriales aussi comme ça, elle se pose. Peut-être de se dire à quel moment j'inclus la population. Enfin, voilà, comment est-ce que je décide? Et puis si oui, comment est-ce que je le fais pour que justement l'avis citoyen soit vraiment pris en compte dans ces démarches? Tu veux y aller, Chloé? Vas-y. Non. C'est une question centrale qui se pose à peu près à chaque démarche de construction de PAT. C'est une question politique, souvent. Donc, nous, on a l'habitude d'apporter, de porter déjà la question auprès des élus qui sont dans un groupe de travail ou l'élu référent dans le projet alimentaire de territoire. C'est une question qui n'est pas toujours facile à trancher. Souvent, la conclusion est que le grand public et les consommateurs, ils sont touchés au moment du diagnostic, parce qu'il peut y avoir des phases d'enquête de terrain auprès des consommateurs qui peuvent être menées. Mais bon, ça reste une phase de diagnostic et de constat, c'est pas forcément de la construction d'un projet de transition sur le territoire. Souvent, la deuxième réponse est que les associations locales sont invités dans les réunions de concertation, de co-construction, et donc implicitement représente la société civile, ce qui n'est pas forcément tout à fait juste parce que les associations peuvent être thématiques. Voilà. Mais donc, c'est souvent le postulat qui est pris. Et après, c'est dans des étapes le plus souvent de partage après la construction stratégique politique.
Et donc, la construction du plan d'action, c'est plutôt des actions de partage et de diffusion, de sensibilisation, de formation à destination du grand public. Mais à nouveau, c'est un peu comme pour le diagnostic, c'est plutôt de l'information que vraiment de la construction et une participation de cette population aux transitions. Voilà. C'est assez rare, en tout cas dans notre expérience, on n'a pas vu tant de projets alimentaires territoriaux qui s'appuyaient sur un panel de consommateurs. Souvent, c'est des étapes qui sont souhaitées au démarrage et finalement, on change un peu d'orientation en cours de conception, en cours d'élaboration de projet. Merci Elisa, très clair. Donc oui, les replays on avait eu la question, donc en effet disponible. J'ai remis l'adresse de notre chaîne YouTube. Et puis voilà, puis je pense que sinon on est bon, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Elisa, Chloé. Non, juste qu'on se tient à disposition si jamais il y a d'autres questions. Si jamais vous voulez des renseignements sur la formation que mentionnait Chloé sur la résilience à destination des élus, réappuyer sur le fait qu'on est en capacité aussi de proposer des actions sur mesure, qu'elles soient de formation, de sensibilisation, même de coaching. On a fait du coaching d'élus pour pouvoir motiver les élus des territoires à s'investir dans un PAT ou à avoir savoir en parler. Bons mots, le bon partage, savoir en parler. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes des acteurs de la coopération agricole, des industriels agroalimentaires ou de la distribution, n'hésitez pas à vous renseigner demain, du coup, dans vos territoires. Là, vous avez des sites à proximité pour vous renseigner, savoir s'il existe déjà un PAT. On vous a mis la ressource. Mais voilà, on n'attend plus que vous dans les réunions de concertation. C'est une belle conclusion. Merci à tous. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ces universités d'été aussi nombreux. Et puis, on vous souhaite une belle après-midi et un bon week-end. Au revoir à tous. Une bonne rentrée. Une bonne rentrée, tout à fait. Merci, au revoir.